Ce soir, le plus grand et le plus féroce requin de l'histoire affrontera le bloop, une mystérieuse créature des profondeurs de l'océan. Le combat se déroulera loin dans la mer, donc les gens n'ont rien à craindre. Mais si le mégalodon perd, la vie de toute l'humanité pourrait être en danger. Mais d'abord, apprenons à mieux connaître nos adversaires. Le mégalodon était un ancien prédateur marin, un requin géant craint par toute la vie sous-marine depuis des millions d'années. Le mégalodon n'avait aucun concurrent dans les océans. Il était au sommet de la chaîne alimentaire. Les habitants actuels de la mer ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont, car ce monstre s'est éteint il y a environ 3 millions d'années. Mais les gens ne peuvent pas savoir avec certitude s'il a vraiment disparu. 5% de l'océan a été exploré. Il est possible que quelque part dans les profondeurs, le mégalodon terrifie encore tous les poissons. Et aujourd'hui, ce requin colossal va se battre contre un digne adversaire, le bloop. Techniquement, ce n'est que le nom du son. Celui que les océanographes ont enregistré en 1997. On pourrait imaginer que la créature qu'il a produit est un monstre marin, un kraken, une bête des profondeurs. Personne ne sait à quoi elle ressemble, mais on peut deviner sa taille. Ce bloop à ultra basse fréquence a été si puissant qu'il a été enregistré par des capteurs spéciaux à 4800 km de distance. Si tu étais à New York, tu pourrais écouter le son depuis Los Angeles. Mais le son venait des profondeurs sous-marines, où l'audibilité est en fait bien moindre. Une créature capable de produire un son pareil pourrait être des dizaines de fois plus grosse qu'une baleine bleue, le plus grand animal vivant dans le monde. Il est intéressant de noter que la source du son est située près de l'endroit le plus isolé de la Terre, à savoir le point Nemo. Il est situé à plus de 1500 km des côtes des 3 îles les plus proches. Cet endroit est l'un des moins bien étudiés de notre planète. Le point Nemo est utilisé par de nombreuses entreprises comme décharge spatiale en raison de la grande distance qui le sépare de la terre ferme. Chaque année, des satellites tombent ici. Mais le pire, c'est que les coordonnées de l'ancienne ville fictive de Hurley se trouvent près du point Nemo. Cette ville a été décrite dans les livres de l'auteur H.P. Lovecraft. Parmi les ruines de Hurley se trouve le monstre Cthulhu. Oui, ça ne sonne pas du tout comme ce que c'est. Moi non plus après tout. Cthulhu, achète une voyelle, tu veux bien? C'est comme si un chat marchait sur un clavier. Et voilà ton nom. C'est une créature entièrement fictive, mais beaucoup de gens pensent qu'elle pourrait être à l'origine du bloop. Les chances que le mégalodon gagne sont faibles, car Cthulhu est un demi-dieu. Il a des bras et des jambes, des ailes et une tête qui ressemble à une pieuvre ou une énorme palourde avec des dizaines de longs tentacules. Il est impossible de déterminer la taille de Cthulhu, mais si l'on en croit les archives de l'écrivain et des dessins, sa taille peut atteindre jusqu'à 90 mètres de hauteur. Le mégalodon est 5 fois plus petit, avec une longueur d'environ 20 mètres, soit un peu moins qu'un wagon de métro. Wow! Un bon déjeuner pour ce requin monstrueux. Le requin pèse environ 100 tonnes, comme 2 chars d'assaut. Le poids de Cthulhu est également inconnu, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il peut facilement soulever 2 tanks avec ses mains. Mais Cthulhu peut changer sa taille et sa forme à volonté. Il peut s'agir de n'importe qui, de la taille d'un humain à celle d'un continent. De plus, Cthulhu peut déployer un nombre illimité de membres. Mais ne partons pas trop loin dans la fantaisie, sinon le mégalodon n'aura aucune chance de gagner. Disons que Cthulhu a une taille toujours constante. Ainsi, en termes de taille, le mégalodon perd contre son adversaire. Cthulhu est un ancien être sage qui a plus d'1 million d'années. Il possède un savoir secret et est capable de télépathie. Le mégalodon est avant tout un animal, qui suit tout simplement ses instincts. L'un des principaux avantages de tout match est l'intelligence. Donc Cthulhu gagne à nouveau contre le requin géant. Lovecraft a décrit Cthulhu en train de dormir depuis plusieurs millénaires, en attendant son réveil pour déclencher une apocalypse. Par conséquent, tous les peuples du monde ont intérêt à voir le mégalodon gagner. Pour soutenir le requin, les gens envoient des navires à son aide. C'est un peu injuste, mais même à présent, Cthulhu gagne. Le monstre peut contrôler les gens par télépathie. Il donne un ordre au cerveau de chaque marin et tous les navires s'éloignent du champ de bataille. Au fait, sais-tu ce que les monstres marins préfèrent pour le petit déjeuner? Fish and chips, en anglais du poisson et des bateaux. Ah, une vieille blague mais bien bonne. En attendant, pendant que Cthulhu est distrait par les bateaux, au fond des océans, quelque part dans l'hémisphère sud, une ombre noire fantomatique se profile dans les profondeurs. Le mégalodon est à la recherche de son prochain repas. Si son apparence est celle d'un grand requin blanc, il fait 3 fois la taille du plus grand requin jamais recensé. Cette espèce à l'allure intimidante a évolué pendant des millions d'années pour devenir le prédateur ultime.
Pendant cette période, ses traits évolutifs effrayants sont restés intacts et hors compétition. Avec ses sens aiguisés, il détecte ses proies dans un rayon de 5 km. Alors qu'il nage à basse altitude, la tortue de mer qu'il a pris en chasse ne se doute de rien et pagaie lentement juste au-dessus, en route pour un long voyage. Le mégalodon traque la tortue et s'assure de faire son approche au bon moment. Il amorce une ascension à 18 km/h avec l'intention d'immobiliser la tortue en la percutant. Alors qu'il s'approche, les sens aiguisés du mégalodon remarquent que quelque chose d'autre rôde à proximité. Il interrompt sa poursuite et se tourne vers cette autre présence, beaucoup plus large. Le mégalodon est peut-être le plus grand prédateur aquatique ayant vécu sur notre planète, redouté à juste titre par toutes les créatures marines, du moins jusqu'à aujourd'hui. Il y a en effet un nouveau venu dans les parages, d'une réputation similaire, rivalisant en férocité avec le mégalodon. Cette créature mystérieuse a l'intention de disputer la domination de ce terrain de chasse. Le challenger est le Léviathan. Alors que la tortue de mer en profite pour s'éloigner aussi vite qu'elle peut, ces deux grands prédateurs se jaugent à distance et se préparent à déterminer qui sera le roi suprême de la mer. Le mégalodon a dominé l'océan il y a de ça entre 3 et 23 millions d'années et s'est répandu aux 4 coins du globe. Dans les mers qui entourent l'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'Australie. Il se concentre principalement sur les zones au large des côtes où ses proies sont nombreuses. Il chasse les tortues de mer, les baleines, les phoques, les dauphins et d'autres requins. Et son rayon d'action est long, car il voyage entre les eaux côtières et océaniques à différentes étapes de son cycle de vie. Compte tenu du fait que le territoire qu'il couvre s'accroît avec chaque année de vie et du large éventail de proies dont il dispose, la taille du mégalodon peut atteindre jusqu'à 20 mètres de long. Armé de dents épaisses et robustes conçues pour saisir sa proie et mordre à travers les eaux, il possède une puissance de morsure de 20 000 kilos, soit près de 4 fois celle d'un T-Rex. Sa tactique consiste à tendre une embuscade à ses proies par le dessous et à les soumettre en les percutant à toute vitesse. Pour les plus grosses proies, il cherche à les mettre hors d'état de nuire en leur abîmant les nageoires à coups de dents jusqu'à les immobiliser et les prendre à la gorge. Sa mâchoire est constituée de près de 276 redoutables dents pointues et tranchantes, longues de 17 cm. Son concurrent, le Léviathan, est armé de 22 dents immenses de tailles diverses, certaines pouvant atteindre 30 cm de long. Toutes sont capables de transpercer leur cible. Si on laisse de côté les défenses, comme celles des éléphants, ces dents sont parmi les plus grandes jamais recensées sur un animal connu. Bien qu'il n'atteigne pas une taille comparable à celle du mégalodon, sa longueur est tout aussi impressionnante, puisqu'il peut mesurer jusqu'à 18 mètres de long. Il vit principalement dans l'hémisphère sud et n'existe que depuis peu de temps par rapport au mégalodon, soit entre 9 et 10 millions d'années. Bien qu'ils aient tous les deux des proies similaires, le Léviathan a une méthode de chasse et une stratégie différente. Il poursuit sa proie, la fatigue jusqu'à l'épuisement, puis l'achève en la frappant avec sa tête et en la mordant. Il possède également un trait adaptatif important dans son arsenal, son cerveau beaucoup plus grand. En tant que mammifère à sang chaud, il possède une intelligence supérieure qui lui permet de réfléchir plus rapidement et de changer de tactique aux moments cruciaux. Le mégalodon agit par pur instinct, et cela a toujours fonctionné au cours des derniers millions d'années. Mais que vaut cette stratégie dans ce cas? Alors que des millions d'années séparent les époques qui les ont vues exister, ces deux mastodontes ont vécu ensemble une courte période de l'histoire. Mais lorsqu'ils ont dû partager leur territoire, ils ont certainement engagé des combats parmi les plus spectaculaires ayant eu lieu dans nos mers. Le territoire de ce mégalodon n'a jamais été concurrencé, jusqu'à maintenant. Alors que le Léviathan s'approche, il observe le mégalodon bien plus grand que lui et hésite à s'élancer en premier, troublé par la situation. En effet, tous ceux qu'il a rencontrés auparavant ont immédiatement tenté de s'échapper, entraînant une course-poursuite. Mais le mégalodon ne s'en fut jamais. Son instinct lui permet d'être sûr de lui. Il fait donc le premier pas. Il fonce à toute vitesse à travers l'eau dans le but de percuter le Léviathan. Le Léviathan n'a d'autre choix que de faire de même. Se retourner pour fuir le laisserait sans protection. Les deux géants fendent l'eau et se retrouvent nez à nez. Le mégalodon est étonné que son adversaire ne tourne pas la queue pour s'enfuir. Mais il continue.
car il n'a aucune raison de douter de la réussite de cette tactique, maintes fois éprouvée, jamais vaincue. Alors que le mégalodon s'approche, il tourne soudainement pour nager vers le bas. Il est plus rapide et plus agile que son adversaire. Il manœuvre en dessous et gagne de la distance. Le Léviathan se déplace beaucoup plus lentement et n'arrive pas à se retourner à temps, tandis que le mégalodon remonte et fonce sur la partie molle et sensible de son ventre pour tenter de le forcer à se soumettre. L'effet escompté n'est pas aussi efficace que prévu en raison de sa taille. Le Léviathan continue de tourner, mais il est bien trop lent. Il tente de mordre dans l'espoir désespéré de saisir son agresseur avec ses puissantes mâchoires. Le mégalodon s'éloigne facilement de cet immense piège à dents et riposte rapidement en visant la queue et les nageoires, arrachant des petits fragments de chair à chaque morsure, puis se retire tout aussi vite, effectuant cette même routine encore et encore pour essayer de neutraliser les défenses du Léviathan. Cette tactique fonctionne, mais elle est épuisante pour le mégalodon, qui commence à manquer d'énergie. Il continue néanmoins à pousser. Faisons un plongeon dans les profondeurs de l'océan et découvrons lesquelles de ces créatures effrayantes sont nos amis. Nous nageons dans les eaux tropicales de l'île de Nanuya Balawu, près des Fidji. Est-ce que tu vois ces énormes animaux de la taille d'une coccinelle Volkswagen? Ce sont des raies mantas. Elles possèdent une longue queue en forme de fouet et de grands corps plats en forme de losange. Il existe deux espèces de raies mantas, la raie manta de récif et la raie manta géante. Elles appartiennent à la même famille que les requins, mais elles n'ont que de petites dents dans leur mâchoire inférieure. Elles se nourrissent de zooplancton, de petits poissons et de crustacés. Les raies mantas sont des animaux sociaux et elles aiment les gens. Si tu les laisses approcher, elles nageront autour de toi pour t'observer, mais n'espère pas pouvoir les suivre, car elles nagent extrêmement vite. Leur nom se traduit par manteau ou couverture, et de toutes les créatures marines, ce sont elles qui ont le plus grand cerveau par rapport au poids de leur corps. Elles sont capables de se reconnaître dans un miroir. Ensuite, nous rencontrons le labre à tête de mouton. Il n'est pas très beau, mais c'est l'un des poissons les plus sympathiques que tu trouveras dans les eaux peu profondes du Japon, de la Chine et de la Corée. Il présente des protubérances sur sa mâchoire et sa tête. Il aime se cacher dans son anémone et il a généralement peur de sortir, même avec ses 100 cm de long. Il y a 30 ans, l'un de ces labres s'est lié d'amitié avec un plongeur japonais. Quand ce dernier le trouva, il était blessé et l'homme l'aida à se rétablir. Le plongeur était le gardien d'un sanctuaire shintoïste aquatique. Il appelait le poisson en faisant sonner une cloche sous-marine. Allons maintenant nager avec le plus grand poisson du monde, le requin-baleine. Bien qu'il s'agisse effectivement d'un requin, cette créature a beaucoup de points communs avec les baleines. Elle peut vivre pendant 100 ans, mais possède un cerveau minuscule. Les requins-baleines sont indifférents aux humains. Ce qu'ils ne peuvent pas manger, ils l'ignorent tout simplement. Et contrairement aux autres espèces de requins, ils ne te mordront pas. Les requins-baleines sont des filtreurs. Ils ont bien des dents, et même 3000, mais ils ne s'en servent pas. Leur bouche est immense, un peu comme la mienne, mais leur gorge a la taille d'une pièce de 50 centimes. Ensuite, nous avons le poisson-lune, un poisson dépourvu de queue qui semble avoir été coupé en deux. Il possède de grandes nageoires et quand tu le verras percer la surface de l'eau, tu croiras qu'il s'agit d'un requin. Le poisson-lune plonge dans les profondeurs et laisse les autres poissons exfolier sa peau et éliminer ses parasites. Une fois cela fait, il retourne vers la surface pour prendre un bain de soleil. C'est aussi un mangeur vorace. S'il te voit dans l'eau, il s'approchera probablement de toi et t'observera. En y passant la journée, tu pourrais bien réussir à le nourrir directement avec ta main. Mais voici l'animal qui a l'air de toujours sourire, le grand dauphin. C'est l'une des créatures marines les plus sociables et il voyage en groupe. Il aime jouer, chasser, élever ses delphinos et aider sa communauté. Le grand dauphin est un excellent nageur, avec des vitesses atteignant les 30 km/h. Il remonte généralement à la surface pour respirer par les vents situés sur sa tête. Ces animaux communiquent très bien entre eux et s'envoient même des messages. Ils utilisent l'écholocation pour s'orienter et trouver de la nourriture. Lorsqu'ils repèrent des humains, ils se montrent très chaleureux, à tel point qu'ils baissent leur garde, ce qui les rend vulnérables face à d'autres créatures marines comme les requins. En nous dirigeant maintenant vers la côte du Pacifique, nous rencontrerons quelques baleines grises. Leur peau est couverte de parasites et d'autres organismes qui font que leur rostre ressemble à un morceau de roche rugueuse. Avec elles, il faut d'abord montrer patte blanche. Les baleines grises attaqueront un grand bateau si elles sentent que leurs baleineaux sont en danger. Mais en général, elles sont plutôt sympas et laisseront les kayaks voguer tranquillement.
Il peut arriver qu'elles s'approchent des petits bateaux et permettent aux humains de les toucher, mais la loi te contraint à garder tes distances. Si elle veut faire ta connaissance, la baleine grise viendra à toi. Si elle se sent menacée, tu le comprendras bien assez vite. Laisse-moi te montrer un poisson qui porte un outil sur sa tête, le requin-marteau. Son crâne l'aide à chasser. Ses yeux sont placés sur les bords extérieurs du marteau et lui permettent une vue verticale à 360 degrés. Mais juste devant son nez, il ne voit rien. Sa tête est comme un détecteur de métaux. Ce qu'il recherche se cache généralement sous le sable. Il y plonge donc la tête et fait remonter tout ce qui se trouve au-dessous. Tu croiseras ces animaux dans les eaux tempérées et tropicales, aussi bien près des côtes qu'au large. Ils se déplacent généralement en groupe. Ils sont plutôt inoffensifs pour les baigneurs et les plongeurs, mais il est arrivé qu'ils se montrent agressifs. Avant d'attaquer, cependant, ils te donneront quelques signes avant-coureurs. Les plongeurs, en général, savent quoi faire dans ce cas. Voici maintenant une créature un peu plus petite, le lion de mer. Avec eux, c'est un peu compliqué. Ils sont joueurs, agressifs, arrogants, intelligents et surtout curieux. Les lions de mer ne peuvent pas respirer sous l'eau, mais ils peuvent plonger à près de 300 mètres de profondeur et retenir leur souffle pendant longtemps. Ils aspirent l'air par leur nez et une fois qu'ils sont sous l'eau, leurs narines se referment complètement. S'ils aperçoivent des humains sur la plage, ils se tiennent à l'écart et attendent qu'ils partent. Ces créatures à l'état sauvage ne sont pas les plus amicales qui soient, surtout si elles se sentent menacées. Les lions de mer dociles ne le sont que parce qu'ils ont été capturés et dressés. C'est au tour des belugas maintenant. Ils sont blancs, ont la tête volumineuse et sont parmi les animaux les plus sociaux et les plus bruyants que tu puisses rencontrer. La forme de leur bouche te donnera l'impression qu'ils sourient. À leur naissance, les belugas sont gris foncé. Il faut 8 ans pour que leur peau devienne blanche. Ils peuvent également changer la forme de leur tête en soufflant de l'air autour de leur sinus. Les belugas aiment les gens. Une fois qu'ils se sont fait des amis, ils ne veulent plus partir. Même si ce sont des animaux sauvages, ils sont parfois trop confiants envers les humains. Les biologistes conseillent de garder ces distances pour leur sécurité. As-tu déjà entendu parler des vaches de mer? Ce sont les lamantins. Tu en croiseras certains dans les rivières et d'autres dans les océans. En dépit de leur grande taille, ils séjournent généralement dans les zones côtières. Le poisson-pierre. Les poissons-pierres ne vont pas gagner de concours de beauté, à moins que le concours ne soit celui du meilleur aspect de rocher. Leurs petits yeux non réfléchissants et leur peau rugueuse se fondent parfaitement dans leur environnement. Une grosse tête, une bouche encore plus grosse et une maison pleine de... Ouais, ce sont des pierres. Et ce n'est pas parce que tu es sur la plage que tu es en sécurité. Le poisson-pierre peut survivre pendant 24 heures hors de l'eau. Marcher sur l'un d'eux ou même le manipuler ne serait pas franchement amusant. Les épines de leur nageoire dorsale contiennent un venin extrêmement puissant. Il est libéré lorsqu'on leur marche dessus et peut entraîner une paralysie ou même un arrêt cardiaque. Tu auras besoin d'aide et vite. Pas étonnant qu'il s'agisse de l'une des créatures les plus dangereuses dans l'eau ou ailleurs. Sois prudent lorsque tu te faufiles dans les zones rocheuses. Ils adorent jouer à cache-cache. Le poisson dragon des profondeurs. S'il y avait un prix pour le poisson le plus affreux de l'océan, le poisson dragon des profondeurs le remporterait. Avec sa peau gluante, sans écailles, ses énormes dents et son visage que seule une mère pourrait aimer, ce vilain garçon des mers n'a rien à craindre. Il aime nager entre 213 mètres et 1829 mètres sous la surface de l'océan, là où les eaux sont les plus sombres et les plus froides. Comme d'autres créatures de cette liste, le poisson dragon des profondeurs se sert des parties bioluminescentes de son corps pour attraper ses proies. Il utilise aussi son appendice qui pend, doté d'une petite lumière rouge à son extrémité et qui sort de sa mâchoire inférieure. De nombreux poissons prennent cette petite lumière pour une proie, ce qui les attire directement dans les mâchoires du poisson dragon. Très malin, cher poisson dragon, très malin, en effet. Le poisson ogre. La fosse des Mariannes est une fosse sous-marine d'une profondeur de 10 668 mètres, soit près de 11 km sous la surface de l'océan. Laisse-toi couler. Les scientifiques savent que la fosse des Mariannes existe, mais c'est l'un des endroits les moins explorés de la planète. C'est aussi la zone la plus profonde des océans sur Terre. Et bien que de nombreuses créatures n'aient probablement pas encore été vues par l'homme, les scientifiques ont eu l'effrayant plaisir de faire connaissance avec le poisson ogre. Le poisson ogre porte bien son nom, il suffit de regarder cette chose. Ce poisson est carnivore et se nourrit d'à peu près tout ce qu'il peut trouver et qui se retrouve dans sa bouche muni de dents pointues.
Ces poissons comptent sur leur chimioréception par contact pour trouver leur proie. En d'autres termes, ils peuvent sentir les résidus chimiques provenant d'autres organismes vivants dans les eaux profondes. En effet, ils ne possèdent pas de cellules productrices de lumière sur leur corps, contrairement à de nombreux autres poissons des profondeurs. En plus, il fait plutôt sombre là-bas, alors tout ce qui croise leur chemin, ils le dévorent. Bien qu'ils aient l'air effrayants, ils ne constituent pas une menace pour les humains. Ils mesurent seulement 18 cm de long. Malgré tout, je ne voudrais pas tomber sur l'un d'eux pendant une agréable baignade dans l'océan. Le Dunkleosteus. Curieusement, ce poisson préhistorique surnommé le T-Rex des mers n'avait pas de dents. Celles-ci étaient remplacées par des plaques osseuses qui lui permettaient d'avoir la morsure la plus forte parmi les autres monstres de sa taille. Le requin lutin. Si tu pensais que les films sur les requins étaient effrayants, la prochaine créature des profondeurs te fera jurer de ne plus jamais faire de plongeon dans l'océan. Cependant, il vit à 914 mètres sous l'eau, et tu ne le verras probablement jamais face à face. Le requin gobelin ressemble à un croisement entre un requin et une créature issue de ton pire cauchemar. Ces requins sont dotés d'un museau proéminent en forme d'épée et d'une mâchoire qui s'avance pour s'adapter. Contrairement aux autres requins qui ont plutôt une teinte grise, cette chose effrayante n'est pas très jolie en rose. En dehors de leur comportement effrayant, que savent vraiment les scientifiques sur le requin lutin? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est qu'il peut atteindre 5 mètres de long. On dirait qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur ces gars-là, si tu oses te lancer. Au fait, tu savais que les requins ne dorment pas? De nombreuses espèces doivent faire circuler l'eau à travers leurs branchies pour obtenir de l'oxygène. Ils ne peuvent donc pas tomber dans un sommeil profond comme nous le faisons. C'est pourquoi ils restent à moitié éveillés pendant leur repos. En général, les requins ne ferment même pas les yeux. Le scalet féroce. Ce requin est une horreur vivante, avec des dents inférieures grandes et pointues, tandis que les supérieures sont beaucoup plus petites. Lorsque ses dents tombent, le requin les mange pour obtenir son niveau de calcium. Une solution plutôt intelligente pour un requin. Le requin lézard. Étudier le requin lézard, c'est comme regarder à travers un portail vers les temps préhistoriques. En effet, les scientifiques pensent que ces requins, qui ressemblent à des anguilles, n'ont pas beaucoup changé depuis que leurs ancêtres les plus anciens ont parcouru les eaux profondes, si bien qu'on les appelle parfois des fossiles vivants. La bouche de ces animaux est remplie de 25 terrifiantes rangées de dents pointues orientées vers l'arrière, 300 au total. Elles sont conçues pour saisir les proies et les tenir fermement afin qu'elles ne puissent pas s'échapper, selon les premières études sur le requin réalisées en 1884 et publiées dans le bulletin de l'Institut Essex. Heureusement pour les nageurs, ces bêtes vivent entre 119 mètres et 1280 mètres sous la surface de l'océan, de sorte qu'ils ne les rencontreront probablement jamais. Tout est dans le « probablement ». C'est probablement le pire cauchemar de tout dentiste. L'Astroscopus guttatus. Regarde ce petit bout de chou. L'Astroscopus guttatus n'est certainement pas une créature que l'on souhaite voir au fond de l'océan. Cette horrible créature cache son corps sous le sable et laisse son visage au-dessus pour attendre